La femme qui a marqué ma vie, c'est ma copine. Et si elle devait être ministre de quelque chose, elle serait ministre de la persévérance. Moi, c'est ma mère, la femme la plus importante pour moi. Et si elle devait occuper un poste, ça serait le ministre de la condition féminine. La femme qui a marqué ma vie, c'est Émilie. Si elle devrait être une ministre, ce serait ministre d'amour. Moi, la femme qui a marqué ma vie, c'est ma mère. Je la verrais comme ministre de la tolérance. Les femmes qui ont marqué ma vie, c'est ma mère et ma tante. Et pour moi, ils seraient ministres de la Défense. Parce qu'ils m'ont beaucoup défendu. Beaucoup défendu. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Daman, oh ma mère, toi qui me porta sur le dos. Toi qui m'allaita, toi qui gouverne à mes premiers pas. Toi qui es la première, m'ouvrir les yeux. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, oh toi ma mère. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, oh toi ma mère. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, oh toi ma mère. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, oh toi ma mère. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, oh toi ma mère. Bonjour Pascal. Bonjour. Je m'appelle Patrick. Merci Patrick pour cette belle chanson. Merci. Tu es la première femme invitée cette saison. Wow. C'est donc un plaisir particulier que je te dis bienvenue chez les Souverains. Merci. Tu es journaliste. Tu écris aussi des livres sur le droit des femmes. Tu viens de publier un livre sur les femmes et le pouvoir. Ton livre est un plaidoyer pour une parité plutôt homme-femme au pouvoir politique. Évidemment, ces pamphlets et les résultats d'une vision féministe. La seule question que je me suis posée en préparant cette émission, comment être contre la parité? Comment refuser à la femme d'avoir la même place que l'homme quand il s'agit de prendre des décisions qui concernent et les femmes et les hommes? Comme tu laisses entendre toi-même dans ton livre, comment
parler de démocratie si les femmes sont encore minoritaires au Parlement. Je t'avoue que je n'ai pas toujours pensé comme ça. Je viens du Congo, où il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, surtout au pouvoir. Encore aujourd'hui, dans plusieurs pays dans le monde, la femme n'est pas encore l'égale de l'homme. La guerre qui ronge mon pays depuis plus de 15 ans a fait plus de 12 millions de morts. Et la majorité des victimes sont les femmes. Les viols dans mon pays est une arme de guerre. Si tu permets, je vais dédier mon témoignage à toutes les femmes congolaises et à toutes les femmes dans le monde. Moi-même, j'ai 4 belles petites filles que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les femmes. Je veux te parler de la femme qui a joué un rôle très très important dans ma vie. Ma mère, bien sûr. Ma mère, quand j'étais jeune, elle m'a protégé beaucoup de mon père. Je pourrais raconter beaucoup d'anecdotes sur les protections de ma mère, comme pour ne pas provoquer la colère de mon père. Ma mère, quand je ne travaillais pas bien à l'école, elle me trouvait un professeur en cachette pour pouvoir travailler, pour donner de bons résultats à mon père. Puis il y a des fois où je prenais la voiture de mon père sans permission. Puis elle, comme elle avait les doubles des clés, elle s'est promenée partout dans les quartiers dans mon pays, juste pour me chercher. Et lorsqu'elle me trouvait, au lieu de venir me déranger avec mes amis, elle prenait juste la voiture de mon père, puis la ramenait à la maison, juste pour me protéger, juste pour me dire à quel point elle est protectrice, là. Vraiment, là. Si aujourd'hui je peux dire que j'ai eu une enfance et une jeunesse heureuse, c'est grâce à ma mère, à son intelligence, à sa tendresse. Aujourd'hui, ma mère est loin de moi, mais elle continue à me protéger avec ses prières. Chaque fois que je lui parle au téléphone, elle me redonne l'assurance et la confiance dont j'ai besoin. Si ma mère devait occuper un poste politique, ça serait celui de condition féminine. Parce qu'avec son intelligence et sa sagesse, ma mère a aidé beaucoup de femmes qui avaient des problèmes avec leur mari. Elle leur prodiguait des conseils. Elle leur a donné de la sagesse pour pouvoir bien vivre dans leur couple. Je rends hommage à ma mère de m'avoir si bien éduqué. Je rends hommage à toutes ces femmes congolaises qui, malgré la guerre et malgré la domination de l'homme, résistent pour rendre la vie vivable au Congo. Je rends hommage à toutes les femmes dans le monde qui sont victimes de près ou de loin de tout acte de violence et d'intimidation. Question. Si la parité homme-femme est importante en politique dans les pays du Nord, ça ne serait pas tout aussi important une parité des droits entre les femmes du Nord et celles du Sud? Évidemment, tout à fait. Absolument, c'est aussi important. La grande difficulté, c'est pour les femmes du Nord, si je considère que je vis ici, donc je suis une femme du Nord, quoique j'ai aussi des origines dans le Sud, mais c'est pas grave, c'est de ne pas dire comment faire les choses aux femmes du Sud. Et la grande difficulté réside dans cette solidarité. Comment faire pour l'exercer sans reproduire le modèle colonisateur, sans reproduire le modèle patriarcal. Les Nations Unies et toutes sortes d'autres organismes féminins, féministes ou humanistes, parce qu'il y a aussi des hommes qui travaillent là-dedans, ont mis sur pied des structures et des institutions qui ont aidé les pays qui sont sortis de conflits politiques à se reconstruire. Et dans la reconstruction de ces nouvelles constitutions, dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, ces pays, en sortant des conflits, ont dû intégrer l'égalité et la parité femmes-hommes en politique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des parlements dans certains pays, en Afrique ou ailleurs, où il y a beaucoup de femmes.
Mais attention, c'est que ça change pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'elles sont là que les mentalités changent rapidement. Et en plus, j'ai aussi constaté que dans certains pays, il y a des femmes, oui, mais elles ne peuvent pas siéger avec les hommes, leurs collègues. Donc pour moi, l'objectif n'est pas atteint. Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un échange entre les femmes et les hommes pour qu'ils puissent et qu'elles puissent changer. C'est-à-dire que les hommes prennent conscience des stéréotypes qu'ils reproduisent et que les femmes prennent conscience aussi de ce qu'elles pourraient faire, elles, pour changer les mentalités. Donc, l'égalité entre les femmes du Nord et les femmes du Sud, ça voudrait dire aussi l'égalité entre les hommes du Nord et les hommes du Sud. Exactement. Parce que ce n'est pas le cas. Donc, et les hommes dans le Sud ne sont pas égaux entre eux et les hommes dans le Nord non plus ne sont pas égaux entre eux. Donc, c'est un travail de longue haleine et à plusieurs niveaux, sur plusieurs registres. Mais une chose est certaine, c'est que moi, je ne vois pas ça comme une collaboration facile parce qu'il faut laisser à ces femmes développer leur stratégie, le pouvoir de développer leur stratégie et de le faire à leur rythme. Parce que sinon, on se retrouve encore, comme je l'ai dit au début de ma réponse, dans un modèle qu'on a voulu rejeter. Donc, le modèle paternaliste. Moi, je sais quoi faire, je vais venir vous aider. Il y a beaucoup de ces modèles qui ont été vraiment plutôt destructeurs que constructifs. Alors, je pense que toutes les organisations qui ont travaillé main dans la main avec les femmes et les hommes des pays du Sud, entre guillemets, ont mieux réussi que les gens qui arrivent et pensent tout savoir quoi faire et que finalement, ça ne change rien pour les gens sur place. Donc, voilà ma réponse. Merci. Merci. Une excellente question. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai entendu, vous avez dit que vous avez un garçon. Oui. Alors, je vais vous dédier cette chanson en tant que mère. C'est gentil. Que j'écoutais beaucoup quand j'étais petit avec ma mère. Maman, oh maman, attends-moi, je ne peux pas. Maman, si tu vas à grand pas, je ne peux pas. Ton pas, mais mon pas, mais ton pas, je ne l'ai pas. Maman, oh maman, attends-moi. Maman, maman, oh maman, attends-moi, je ne peux pas. Maman, si tu vas à grand pas, je ne peux pas. Ton pas, mais mon pas, mais ton pas, je ne l'ai pas. Maman, oh maman, attends-moi. Maman, maman, oh maman, attends-moi, je ne peux pas. Maman, si tu vas à grand pas, je ne peux pas. Ton pas, mais mon pas, mais ton pas, je ne l'ai pas. Maman, oh maman, attends-moi. L'ennui qu'a tombé, moi tout seul qu'à songer, moi qu'à réfléchir sur tes qu'à goûter ou tes qu'à saisir. Enchanté, mon nom c'est Carl. Bonjour, Carl. Je pourrais te parler beaucoup des femmes qui ont marqué ma vie. De grandes femmes comme ma soeur, ma mère, ma grand-mère, bien mes filles. Mais je vais m'arrêter sur une personne en particulier. C'est ma tante Janine. Cette femme-là, elle a beaucoup marqué ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai vu en elle certaines choses que pour un enfant de 9 ans, pas parce que j'avais 9 ans quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai vu des choses en elle qui m'ont fasciné, telles que sa générosité, sa bonté, juste le fait qu'elle soit dans la même pièce avec moi, j'étais heureux, tu sais. Je savais que ma tante aussi, c'était comme, ma tante est là, bonbon, tu sais, je faisais le lien aussi, tu sais. Puis, elle m'a fait ouvert un aspect de moi
qui est la générosité. Donc, je suis devenu un peu comme ma tante Janine. Lorsque j'étais plus petit, j'étais un petit gars timide. Une petite anecdote en passant. J'étais un petit gars timide, puis ma tante aimait m'amener souvent dans les fêtes haïtiennes. Puis il y avait souvent des petites filles qui me regardaient, puis moi je faisais comme si je les voyais pas. Tu sais. J'étais trop timide, puis ma tante m'a poussé à y aller, puis j'ai dansé toute la soirée après ça, puis c'était fou. Là. Si j'aurais un ministère, ça serait le ministère de la générosité et de la bonté. Parce que la bonté, on l'apprend souvent avec une mère, avec quelqu'un de proche de la famille, où est-ce que tu t'intègres mieux avec. La plupart du temps, on va chercher ça chez une femme. Comme tout homme, ils vont chercher souvent la mère chez la femme. Puis je me dis aussi que si il n'y aurait pas de femme, il n'y aurait pas d'homme. On devrait être reconnaissant envers la femme pour ça. Beaucoup. Question. Quelle femme que tu admires, tu lui donnerais le ministère de la générosité et pourquoi? Est-ce qu'il faut qu'elle soit connue ou... Non, Ok. n'importe qui. Ma mère. Oui. Parce que ma mère, c'est tout à fait ça. Générosité, bonté, compréhension, empathie. Au prix même, parfois, de son propre bonheur. Elle a tout fait pour les autres. Mais si je devais donner un ministère à un homme, ce serait à mon père. De la générosité, de la bonté. Parce que ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Mais pour moi, il y a vraiment un jeu entre les deux. Parce que bonté, générosité, ça doit venir aussi des hommes. Ouais. Si les hommes acceptaient leurs émotions et leur affectif autant qu'on le valorise chez les femmes, et d'ailleurs, elle, parfois, c'est trop, ben, tu sais, si on le valorisait chez les hommes et que les hommes étaient à l'aise avec ça, à mon avis, il y aurait beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de violence, beaucoup moins d'agressivité, parce que le fait de retenir toujours ses émotions, je veux dire, chez les femmes comme chez les hommes, mais particulièrement chez les hommes, à cause de de votre socialisation, ben, c'est un volcan. Ouais, c'est vrai. Et après, ça s'exprime sous toutes sortes de façons. Donc, pour moi, il y a vraiment... l'important est vraiment de faire comprendre aux hommes qui peuvent aussi, et qui doivent aussi exprimer ça, et ils peuvent aussi être d'excellents ministres de la générosité. Okay. Ce que vous semblez être. Merci beaucoup. Moi qu'à imaginer la vie qui est plus belle pour vous, mais songez, moitié là, moitié là. Moi qu'à imaginer la vie qui est plus belle pour vous, mais songez, moitié là, moitié là. Qu'est moi qu'à ouvert. Bonjour Pascal, Bonjour. mon nom c'est Al Moussa. Salut Moussa. Bonjour. J'avais entendu que vous écrivez des livres. Oui. Puis l'histoire de la femme que je vais vous raconter, c'est une histoire brave, une histoire de courage qui mériterait quasiment d'être écrit comme un scénario de livre. C'est ma mère. Au fait, c'est pas ma mère biologique, c'est elle qui a remplacé ma mère. Je suis né ici, d'une mère haïtienne puis d'un père guinéen. Ma mère a vécu 4 ans avec mon père chez nous en Afrique de l'Ouest. Vers 4 ans, ils ont divorcé. Mon père est revenu, puis il a marié sa maîtresse. Puis finalement, c'est elle qui a été ma mère que je connais aujourd'hui plus que ma propre mère. Puis pourquoi de courage? C'est une histoire de courage parce que ici, on entend souvent le mot intégration. On nous demande aux immigrants de nous intégrer. Elle a dû vivre la même chose chez nous en Afrique. Elle était québécoise, puis elle a dû apprendre nos mœurs, notre cuisine. Elle a aimé, elle l'a embrassé, elle a embrassé la culture. Puis, mais malgré cela, l'acceptance n'était pas toujours là. J'avais ma grand-mère paternelle, entre autres, qui donnait beaucoup de misère. J'avais certaines tantes qui lui donnaient beaucoup de misère aussi. Mais la résilience, puis elle a été toujours courageuse, elle n'a jamais lâché.
Elle a passé 17 ans quasiment en Afrique. Au fait, je suis revenu avant elle. Mon père m'a renvoyé pour mes études. Puis, elle a fini par y penser. Puis, la chicane s'est installée un peu entre mon père et elle parce qu'elle commençait à avoir le goût du bercail. Elle voulait ramener aussi sa fille pour qu'elle apprenne aussi la culture québécoise, qu'elle puisse étudier ici. Puis, il y a un peu le niveau académique qui est un peu faible chez nous. Comme ministère, je leur ai confié le ministère de la tolérance et de la patience, si ça existait, bien sûr. Puis, mais je voudrais vous poser une question, c'est parmi vos idoles, à quelle femme qui fait partie de vos idoles que vous nommerez comme ministre de la tolérance et de la patience? Quelle bonne question. Il y en a beaucoup. En fait, je ne vais pas répéter ma mère encore, c'est pas possible. Je lui donnerai tous les ministères de toute façon. Mais je dirais des femmes qui travaillent dans les maisons d'hébergement. Mais vous vous dites que c'est... Parce que je trouve qu'elles, d'abord, elles ont toute une façon de voir les êtres humains qui est beaucoup moins empreinte de préjugés que nous. Elles sont très compréhensives et empathiques, à la fois avec les femmes, mais aussi leurs familles. Et je trouve qu'on ne les connaît pas, ce sont des femmes anonymes, mais elles ont vraiment le poids du monde sur leurs épaules parfois, parce qu'il faut qu'elles négocient avec des vies très difficiles, très délicates, avec des gens qui ont toutes sortes de problèmes, qui ont toutes sortes qui sont vulnérables. Donc moi, je trouve qu'elles mériteraient ce ministère. Oui, et j'aimerais qu'il y en ait un. C'est une super bonne idée. Merci. Merci. Toutes entrailles moins déchirées. Oui, elle pouvait comprendre, oui, elle pouvait saisir. Saisis ça, moi, si jamais moi. Bonjour Pascal. Salut. Moi je m'appelle Patrice. Salut Patrice. Enchanté. Moi aussi. Contrairement à toutes mes amies que j'ai ici ou à toutes mes amies que j'ai à l'extérieur, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de mère. À ma naissance, j'ai été placé à l'orphelinat. À l'orphelinat de foyer de groupe en famille d'accueil, de centre d'accueil en centre d'accueil fermé. Alors pour moi, j'ai aucun modèle de mère. Plus tard, je vous dirais même beaucoup plus tard, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Geneviève. À travers ses yeux, à travers elle-même, j'ai pu réaliser c'était quoi un modèle de mère. Une femme qui prend le temps de rire avec ses enfants, qui prend le temps d'aller au parc avec ses enfants. Une femme qui est extraordinaire. Ça m'a permis de réaliser c'était quoi une mère par rapport avec un enfant, comment ça se comporte, comment que ça allait. Quelque chose que moi-même, j'aurais aimé. J'ose croire qu'avoir eu une famille, avoir eu une mère, avoir un père, je serais pas ici aujourd'hui. Mais avec le temps, le fait de mon incarcération, j'ai pris une décision avant de rentrer. On s'est laissé. Elle est encore dehors depuis ce temps-là. Elle vit sa vie familiale. Elle n'a pas rencontré de gars. Elle m'aime encore, je l'aime encore. Mais par décision de ne pas faire vivre ça à ses propres enfants, mais j'ai décidé de mettre un terme à la relation. À ma sortie, c'est clair que je vais aller la revoir. C'est clair que mon intention, c'est de retourner, la reconquérir. Pour pouvoir fonder une famille, puis aussi pouvoir intégrer sa propre famille en étant le rôle de père. Si elle devait occuper un ministère, ce serait le ministère de la loyauté et de l'amour. Question. Le ministère de l'amour et de la loyauté, ça ne serait pas un beau projet pour le Québec? Quelle belle idée. Ouais. Wow. Elle vient pas de moi, mais c'est pas grave. Ouais, mais tu la défends bien. Ouais. Je pense que l'amour en général, l'amour des enfants, mais de son prochain là, et de sa prochaine,
Je pense que oui, ce serait une bonne idée. Moi, j'ai toujours pensé que en fait, moi, je vois beaucoup... Je pense que chaque personne qui fait de la politique devrait avoir une éducation, en fait, même chaque citoyen devrait avoir une éducation à un minimum de notions en psychologie. Il y a une chose je ne commencerai pas mes grandes explications, mais il y a des outils de base en psychologie que si tout le monde avait, ou comprenait, ou étudiait, il aurait déjà un bagage qui l'aiderait dans la vie. Parce qu'on a tous des expériences plus ou moins difficiles, mais chacun a son lot dans la vie d'expériences traumatisantes. Et puis, il y en a qui en ont plus que d'autres. Et puis, si on donnait ces outils-là, bien, ça leur permettrait à eux ça nous permettrait à tous de mieux commencer dans la vie, ou en tout cas de grandir avec un petit peu plus de compréhension et de se pardonner aussi à soi-même certaines des choses qui nous sont arrivées, parce qu'on n'est pas toujours... on n'est pas toujours responsable. Parfois, l'entourage aussi est responsable. Donc, si on avait puis moi, je pense que ça devrait être une obligation sociale d'expliquer aux gens ce que c'est que les besoins affectifs, les liens d'attachement, enfin, des choses de base de la psychologie. D'ailleurs, ici, vous pourriez très bien apprendre ça si vous ne l'avez pas déjà appris, là. Et puis, ça nous donne tellement de force après quand on est dans un milieu de vie. On est capable de construire des relations qui sont capables de faire qu'on s'épanouisse et qu'on construise quelque chose. Parce que c'est ça le but, c'est de choisir ce qu'on veut construire. Mais tu sais, avant d'arriver là, il faut comprendre qui on est. Et ça nous donne la capacité de nous aimer, donc d'aimer les autres. Mais tu sais, dans le fond, si je comprends bien, comme que vous dites, ça pourrait être des cours qui pourraient être donnés aussi jeunes que commencer au primaire puis au secondaire. Absolument. Pour qu'on vienne avec des bonnes bases. Puis tu sais, en vieillissant, qu'on ait cette façon de penser-là, tu sais. Oui, absolument. Tu sais, les maths et le français, c'est obligatoire à l'école, mais pour moi, l'intelligence émotionnelle est aussi importante que l'intelligence rationnelle. Et on est vraiment en déficit d'intelligence émotionnelle. Et on a beaucoup de travail à faire. Puis, franchement, là, à mon avis, aujourd'hui, en 2015, on devrait déjà avoir intégré toutes ces connaissances parce qu'elles sont là. Ouais. Les scientifiques les ont développées, les psychologues les ont développées, les éducateurs, les pédagogues. Qu'est-ce qu'on attend pour donner ça aux gens, mettre à la portée de tous? Moi, je pense qu'on attend surtout qu'est-ce que je peux concevoir. Quand l'enfant il est rendu turbulent, quand l'enfant a des problèmes, c'est là que on demande à rencontrer des psychologues, que là, c'est fournir à l'école. Mais avant d'en arriver à là, c'est ça serait faire de la prévention avant. Exactement. C'est tout à fait dans cet esprit-là. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Okay. C'est un beau projet, hein? Oui, c'est un beau projet. Tu pourrais peut-être t'y consacrer. Ce serait utile pour tout le monde. Merci beaucoup. De rien. Bye. Oh maman, je suis parti, mais je suis pas loin. Je suis au souverain avec Pascal Navarro. Oh maman, je suis parti, mais je suis pas loin. Je suis au souverain avec Pascal Navarro. Oh maman, je suis parti, mais je suis pas loin. Je suis au souverain avec Pascal Navarro. Bonjour Pascal. Salut. Je m'appelle Jonathan, qui veut dire Dieu a donné en hébreu. Moi, il y a 2 femmes qui ont marqué ma vie, ma mère et ma femme. Je vais commencer par te parler de ma mère, qui est une féministe dans l'âme. C'est une infirmière. Et c'est une drôle d'histoire parce qu'elle a été infirmière
dans le bureau de mon père qui est médecin. Donc, c'était l'infirmière de mon père. C'est comme ça qu'elle a rencontré. Et ma mère, après avoir passé quelques années de belle vie avec mon père, elle a fini par apprendre qu'elle était la 5e femme de mon père. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé les démarches pour quitter le pays. On est arrivé ici, elle m'a offert une super belle vie, elle a toujours été là pour moi, mais il y a toujours eu une chose qui a manqué, c'était la présence d'un père. Ce qui est très important, je crois, parce que j'ai traversé les centres d'accueil, ouverts, fermés ensuite, pour me retrouver en prison quand j'ai eu l'âge de pouvoir entrer en prison. Mais on va revenir sur le sujet de la parité. La parité, quelque chose qui est très important. J'ai eu l'occasion de lire ton livre, justement, qui est très intéressant. Merci. J'aurais jamais cru que dans un pays comme la Tunisie, maintenant, il y a un gouvernement paritaire. C'est qui est vraiment une très grande avance qui donnerait... Beaucoup de pays devraient prendre l'exemple là-dessus, d'ailleurs. Et il y a la parité hommes et femmes, mais aussi la parité culturelle. Parce qu'on est ici au Canada, on est au Québec, à Montréal. C'est super culturel, il y a plusieurs cultures. Et je trouve que c'est important. La parité culturelle autant que la parité hommes et femmes. Parce qu'il y a l'égalité entre l'homme et la femme, mais aussi l'égalité entre les cultures. Parce que vous n'êtes plus seul. Déjà, tu n'es pas issu d'ici. Donc, il y a plusieurs cultures. Ça serait bien d'être représentative, non seulement de l'homme et de la femme, mais de différentes cultures qui sont ici au Canada. L'autre femme qui a marqué ma vie, c'est ma blonde. C'est une femme qui a le meilleur des deux mondes. Je veux dire, elle a adopté la culture ici canadienne, mais elle est encore très ancrée dans sa culture africaine. Et ma femme, qui vient du même pays que moi, le Congo, ne supporterait jamais une situation comme celle de ma mère qui... Elle me partagera avec personne pour te dire... Si je te disais ce qu'elle me dit mot pour mot, je peux pas le dire. Non, t'en reviendrais pas. Mais elle ne supporterait jamais de me partager avec quelqu'un, et moi non plus d'ailleurs. Et si je devrais la voir quelque part, moi je la verrais à l'Assemblée nationale. On s'imagine, là, on est à l'Assemblée nationale et elle est là en train de faire un discours sur la parité entre les femmes et les hommes au sein de la famille. Parce qu'il n'y a aucune loi qui oblige un père ou une mère à élever ses enfants. Pascal, j'ai une question pour toi. C'est pour ça qu'on t'a fait... Non, je t'arrive. Ma question, Pascal, pour toi est: quelle femme issue de l'immigration verrais-tu comme ministre de la condition féminine? Ben, il y en a beaucoup qui pourraient se qualifier, mais il y en a une en particulier pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est Régine Laurent. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la présidente de la Fédération des infirmières du Québec, qui a changé de nom, là, l'association. Mais c'est une femme qui, depuis des années, se bat pour représenter sa profession et qui est extrêmement... qui a une vision du politique, je trouve, extrêmement accessible. Elle est très claire dans ses explications. Moi, je pense que c'est une femme qui ferait une job en politique. D'ailleurs, j'imagine qu'elle a déjà été approchée, et sinon, elle devrait l'être. Et elle serait une excellente ministre ou de l'égalité, de la parité, ou de la santé. Et moi, j'aimerais bien, puisque tu me lances sur ce sujet, des fois, je trouve qu'on est figé dans la façon en politique d'attribuer les ministères, mais je trouve qu'une femme comme ça, qui connaît si bien l'humain puis l'organisation du travail, pourrait être aussi très bonne dans un domaine comme les finances. Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas parfois les rôles? Et pourquoi aussi une personne de souche québécoise ne serait pas représentante de la diversité culturelle? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas? Ça nous obligerait à changer notre façon de voir. Donc, oui, Régine Laurent, ce serait vraiment un choix parfait. Merci, Pascal. De rien. Essayez de comprendre. Essayez de saisir.
الدنيا هذه كترت فيها اليتامى هما عندهم والديهم. بقيت نمشي وحدي بقيت نمشي وحدي ونشوف هاد المرأة تغزر أنا فيا من البعيد ونقول شكون هادي كي لحقت قدامها لقيتها جداتي عنقتها وسلمت عليها رفدتني في يديها بقيت نبكي فيها جداتي لحنينة يا جداتي لحنينة. كي كنت صغير شحال كانت تجي لعندي وتعنقني بين يديها ونبكي لها جداتي وجدة جداتي وجدة جداتي وجدة جداتي وجدة جداتي وجدة جداتي وجدة. الدنيا هذيك ترك فيها اليتامى وما عندهم والديهم هاد المرأة تغزر فيا وانا ونقول شكون كي لحقت لقيتها جداتي انا ونقول وشكون كي لحقت لقيتها جداتي عنقتها وسلمت عليها نبكي لها في يديها عنقتها وسلمت عليها نبكي لها في يديها جداتي كي كنت صغير شحال كانت تجي لعندي جداتي كي كنت صغير شحال كانت تجي لعندي جداتي وجدة 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 جداتي وجدة. Madame et bienvenue. Merci. Avec plaisir. C'était super Allah beau. يسلمك. Tu parles avec moi, je suis, qu'est-ce que tu me dis? Ça donne envie de chanter. Oui, depuis enfant. Et j'avais même mes amis beaucoup à l'Algérie, c'est des grands chanteurs. J'avais même mon copain, il a monté chanteur déjà. Comme je suis d'or, il m'appelle pour... juste qu'il parle avec moi comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Mais comme je chante jamais, je chante le mal. Je chante toujours l'avenir pour les enfants qui sont nés aujourd'hui. C'est ça, nous, on habite à la terre. C'est bien. Un bon cœur. Merci. Essaye à saisir si jamais moi faire la peine, si jamais moi faire souffrir, alors faut pardonner. Oui, bonjour. Rebonjour. J'avais une autre question à vous poser, Pascal. Est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes qui utilisent le féminisme pour plaider leur cause à travers le féminisme, mais qui ne sont pas féministes? Disons que dans une lutte, dans une, je pense que dans n'importe quel mouvement, quand on plaide pour quelque chose, on se découvre aussi soi-même. C'est par exemple quelqu'un qui va lutter contre le racisme peut, en faisant son action et en travaillant, découvrir en lui-même qu'il a des ferments de racisme ou de colonialisme dont il ne se rendait même pas compte. Et il apprend, ou elle apprend, à travers cette action, à s'interroger et à changer son regard, à changer ses valeurs. Mais je pense qu'il y a des personnes qui, parfois, dans certaines luttes, se découvrent des valeurs contre-productives. Par exemple, je vais donner un exemple dans le féminisme pour que ce soit plus clair. Moi, j'ai déjà vu dans le mouvement ou dans les groupes de femmes, certaines femmes qui, tout en pensant faire le bien, et le faire bien, c'est-à-dire étant de bonnes intentions, elles se construisent là-dedans et par exemple, pour diriger, vont devenir autoritaires et ne vont pas autoriser un point de vue différent. Et personne ne leur dit parce que, comme
Ça, c'est vraiment le système traditionnel. On a peur. Le chef, c'est le chef, ou la chef, c'est la chef. On ne veut surtout pas remettre ça en question. Donc, homme ou femme, c'est la même chose. Et là, elle va se rendre compte, puisque personne ne le dit, elle va pousser dans cette direction, mais finalement, se faire plus d'ennemis que d'amis. Donc, la responsabilité, elle n'est pas nécessairement à cette femme-là. Elle est aussi aux gens autour de prendre la parole et de s'exprimer. Donc, ça doit arriver, mais je ne mets pas toute la responsabilité sur une femme. Comme par exemple, quand on a un chef qui tourne mal ou qui devient autoritaire et de tempérament avec qui on ne peut jamais négocier, c'est aux autres de parler. Ceux qui sont autour, de se solidariser puis de discuter de ça. On ne peut pas juste dire « c'est ta faute » ou « c'est de sa faute ». Tu sais, une personne n'est jamais là par hasard. Quand on laisse faire ces gens-là, ben ils vont faire des ravages. Puis je dis pas que cette femme-là faisait des ravages, là, mais je veux dire, quand on laisse les gens autoritaires ou de tempérament absolutiste, quand on les laisse faire sans les arrêter, on est aussi responsable. Quand on peut faire quelque chose, bien sûr. C'est pas toujours le cas. Merci. Merci à vous. Dans ton livre, tu exiges l'application des quotas pour augmenter le nombre de femmes en politique. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais il y a une autre parité qui me semble tout aussi essentielle. C'est la parité père-mère pour l'éducation des enfants. Si les hommes sont trop présents en politique, ils sont moins présents dans leur famille. Et les premiers à en souffrir sont les enfants. En faisant un petit sondage ici même à Bordeaux, ils sont rares les gars qui ont connu une présence équilibrée de leur père et leur mère. Ce manque d'équilibre a des conséquences. En attendant que quelqu'un écrive un livre sur ce sujet, je souhaite un grand succès à ta cause. Merci. D'ailleurs, ton livre tombe bien parce que Justin Trudeau a déjà mis en œuvre au niveau fédéral la parité dans son gouvernement. C'est au Québec maintenant de suivre l'exemple. Merci de nous avoir accordé de ton temps et de ton attention. Au nom de tous mes camarades ici présents, je te déclare Pascal Navarro, souveraine anonyme. Souveraine anonyme. Souveraine anonyme. Souveraine anonyme. C'est pas bien, imaginer la vie qui est plus belle pour vous. Mais songez, moitié là, moitié là. Moi qu'à imaginer la vie qui est plus belle pour vous. Mais songez, moitié là, moitié là. Essayez de comprendre. Essayez de saisir. Si jamais moi faire la peine, si jamais moi faire souffrir, alors faut pardonner ou pardonnez-moi pour vous, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi fort, pardonnez-moi. Moi qu'à imaginer la vie qui est plus belle pour vous, mais songez, moitié là, moitié là, moitié là pour vous. Moi qu'à imaginer la vie qui est plus belle pour vous, là pour vous, mais songez, moitié là, moitié là. Moi qu'à imaginer la vie qui est plus belle, moitié là pour vous, mais songez, moitié là, moitié là, moitié là pour vous.